Bonjour à tous, je vais faire la première présentation. Donc, je suis chercheur à l'INRAE. Je suis dans une équipe qui étudie les virus dans le microbiote intestinal. Donc, je suis ni spécialiste du SRAS, ni spécialiste des biodéchets, la valorisation des déchets. Mon objectif, c'est de vous donner quelques bases sur les virus qui peuvent être utiles pour les présentations qui vont suivre. Alors, d'abord, j'ai commencé par des petits rappels sur qu'est-ce que c'est qu'un virus par rapport aux autres cellules, que peuvent être par rapport aux cellules. Donc, sur cette diapositive, vous avez déjà la taille qui est très différente. Donc, les virus sont autour de 100 nanomètres, donc de 0,1 micron, souvent plus petits. Et comparé par rapport aux bactéries, en fait, ce ne sont pas des organismes cellulaires, ils ne sont souvent même pas considérés comme vivants. Hein. C'est simplement une enveloppe qui contient un génome. Cette enveloppe qui peut ensuite fusionner avec la cellule infectée, reprogrammer cette cellule pour produire de nouveaux virions. Donc en fait, ce sont des structures amorphes qui sont capables de se répliquer uniquement en association avec des cellules, ce qui peuvent être soit des bactéries, soit des cellules humaines. Donc plus précisément sur le SRAS ou SARS en anglais, hein, vous verrez, il y a les deux écritures dans la présentation CoV2. Donc c'est un virus à génome ARN. C'est un très grand génome ARN, hein, environ 30 000 paires de bases. Donc, c'est les familles de virus qui ont les plus grands génomes ARN connus. En parallèle à ça, donc je fais une petite parenthèse parce que c'est ce que j'étudie plus particulièrement. C'est une chance pour nous parce que c'est un virus ARN qui a aussi le taux de mutation le plus faible des virus ARN connus. Donc, c'est 10 fois plus faible que la grippe ou 1000 fois plus faible que le HIV. Donc, ça, c'est quand même des informations qui sont importantes par rapport au potentiel succès d'un vaccin. Donc, c'était pour une petite parenthèse. Le diamètre est d'environ 100 nanomètres, donc ça, c'est très classique pour un virus. Et il est composé d'une enveloppe lipidique dans laquelle sont insérées des protéines que vous voyez ici, les petites stipules qui sortent, dont on parle beaucoup, elles sont importantes pour l'infection des cellules. Et à l'intérieur, on a le génome qui est constitué d'ARN. Alors, je vous ai mis quelques informations sur les coronavirus apparentés parce que c'est des données sur ces virus apparentés qu'on va souvent utiliser pour faire des prédictions, que ce soit sur la stabilité, sur l'immunité. Comme c'est un virus nouveau, bien qu'il y ait une recherche qui a été exceptionnellement rapide, dans ce cas, il y a encore relativement peu de données. Donc, il est quand même très proche du SRAS-CoV-1 hein, qui a été responsable de l'épidémie en 2003, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous voyez ici la position du nouveau coronavirus dans un arbre phylogénétique donc, qui représente la parenté entre tous les virus, avec la taille des branches qui représente la distance génétique en fait. Et donc, vous pouvez voir que les nouveaux virus sont dans des branches qui contiennent beaucoup de virus de chauve-souris. Hein, donc, vous en avez sûrement tous entendu parler. C'est comme ça qu'on sait que le virus vient de la chauve-souris. Mais aussi, pas très loin, le premier SRAS-CoV, donc avec 80% d'identité globale au niveau du génome, qui fait qu'il est quand même assez proche et que beaucoup de prédictions peuvent être déduites des données qui étaient déjà obtenues suite à la précédente épidémie. Alors, une petite note en fait sur les méthodes de quantification, parce que vous devez voir ça souvent dans les articles. En fait, les scientifiques n'utilisent pas tous les mêmes méthodes. Donc, soit les gens peuvent quantifier le nombre de virus infectieux dans des techniques de culture cellulaire. Donc, ça, c'est ce qui se rapproche le plus du nombre de particules viables qui peuvent être capables de générer une infection chez l'homme. Les contraintes, c'est qu'il faut un laboratoire de très haute sécurité, hein, donc de niveau 3 de confinement. Donc, ce n'est pas disponible pour tout le monde. C'est assez long.
Et donc, la méthode de référence qui est le plus utilisée, c'est la PCR. Donc, je pense que vous allez en entendre abondamment parler ensuite lors de la présentation de Laurent Moulin. Mais ça consiste en fait à quantifier le nombre de copies de génome. Ici, en l'occurrence, c'est l'ARN. Donc, il y a d'abord une idée de reverse. J'en parle parce que il faut savoir que le nombre de particules infectieuses calculées par TCID et la PCR en fait sont pas du tout équivalents. Vous avez ici quelques exemples. Il ne faut pas regarder en détail, hein, mais c'est juste pour montrer que ça peut aller de 0,001 à plusieurs milliers. Et ça dépend évidemment de différentes. J'ai toujours du mal à passer mes diapositives, hein, je m'excuse. Donc là, je vais faire sans la diapositive. La différence entre le TCID, c'est ça, et la PCR, c'est que, en fait, on peut avoir des copies d'ARN qui sont présentes et amplifiables, alors que le virus est plus infectieux. Si par exemple les protéines de surface ont été abîmées, ou même en fait si une mutation ou s'il y a une cassure dans l'ARN qui ne permet plus de se répliquer, mais par contre, comme la PCR se fait sur des petits fragments, ça peut toujours. Donc, quelques chiffres que je voulais vous donner aussi. Je suis désolée, je ne sais pas, ça ne passe pas, le diapo. En fait, c'était sur le nombre de particules virales qu'il y a chez les gens infectés. Donc, voilà, c'est très variable hein, d'une personne à l'autre. Ce n'est pas forcément en lien avec l'intensité des symptômes. Mais ce qui est important pour la suite, c'est qu'on en trouve quand même en très grande quantité dans les selles. Hein. Ça peut être jusqu'à 10 puissance 8 copies d'ARN par gramme. Donc, voilà, ça va se retrouver ensuite dans les eaux usées. Alors, le dernier point que je voulais vous présenter, en fait, ça, je pense que vous êtes assez familier avec cette notion-là, c'est que la décroissance du nombre de virus infectieux dans un environnement décroît de façon exponentielle avec le temps. Donc ici, vous avez une représentation de l'infectivité résiduelle d'un virus en fonction du temps. Et c'est une échelle logarithmique. Donc vous voyez qu'on a des droites. C'est pour ça qu'on parle toujours de log d'abattement. Donc ça, évidemment, ce sont des courbes que je vous ai pris pour illustrer parce on a des magnifiques exponentielles, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un autre coronavirus ici qui infecte le porc, qui est responsable de gastroentéritis chez le porc. On voit aussi que plus il fait chaud, plus cette décroissance est rapide et que ça peut dépendre du pH, donc des notions qui seront abordées par la suite. Et dernière petite information que je voulais vous donner, là, ce sont des données sur le SRAS-CoV-2, donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même certaines. Et en particulier, donc ici on voit, il y a le SRAS-CoV-1 et le SRAS-CoV-2. Là, l'échelle a été coupée, donc je ne sais plus lequel est lequel. Je crois que le rouge, c'est le CoV-2 et le bleu, c'est le CoV-1. Donc on voit que comme on peut s'y attendre hein, dans différents environnements, on a une décroissance exponentielle et que quand même ces deux virus ont des cinétiques d'inactivation très proches. Donc c'est assez raisonnable de se baser sur ce qu'on sait sur le CoV-1 pour faire des déductions. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter et je laisse la parole au présentateur suivant.